Yo les bros, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1008 de One Piece. Pas besoin de faire un flashback sur ce qui s'est passé dans le dernier chapitre, tout le monde s'en souvient et veut avoir une réponse. Oden était revenu. Dieu merci, Oda répond à cette énigme dès aujourd'hui, nous laissant pas plus de temps dans le flou et l'incompréhension. Ça, mais aussi la véritable forme hybride de Kaido qui se retrouve être enfin dévoilée. Je vous rappelle que cela fait plus d'1 mois et demi qu'on l'attend. Alors, à quoi ressemble le démon de Wano Kuni? Nous allons voir tout ça ensemble comme d'habitude et n'hésitez pas à laisser El Famoso Post-Blow sur cette review pour soutenir votre bro. N'oubliez pas, ce soir relecture et analyse du chapitre en live sur notre Discord. Le lien est en description. Voilà, c'est parti. Le chapitre débute à l'endroit même où le dernier s'éclot, face à Oden. Nous y sommes, les fourreaux retrouvent Oden, un Oden qui aurait traversé le temps pour venir les aider à vaincre Kaido, encourageant les samouraïs à le suivre pour mener à bien leur dernière mission. Ils s'empressent de l'accueillir après ce temps sans lui, mais l'un d'entre eux aura cette lucidité que les autres, déboussolés, auront perdue. Ashura Doji, suivi de Raizo, commence à se rendre compte du problème. Souvenez-vous des mots de Toki, les gens ne peuvent retourner dans le passé. Il perce à jour le secret du retour d'Oden en l'entaillant, laissant apparaître aucune goutte de sang, confirmant ainsi leurs soupçons et leurs craintes. Il s'agissait bel et bien de l'œuvre de Kanjuro, mesdames et messieurs, comme longuement expliqué dans ma review du dernier chapitre. Seul le peintre traître des Kozuki aurait pu avoir recours à de tels stratagèmes. Et là, deux personnes sont totalement aptes à nous leurrer à ce point. Kanjuro est l'une de ces personnes. L'un des fourreaux rouges, mais par-dessus tout le traître des Kozuki, aurait parfaitement pu redessiner le maître pour qui il devait mourir. Faire un clone d'Oden l'aiderait à manipuler les fourreaux rouges pour les faire tomber dans un piège, par exemple. Quel soulagement, vous imaginez pas le poids que ça m'a enlevé de me dire qu'Oda n'a pas pris de risque de faire revenir ce personnage et de toutes les conséquences négatives que ça aurait pu avoir sur la suite de son histoire. Tout comme Roger, Barbe Blanche et j'en passe, Oden Kozuki appartient au passé, et c'est parce qu'il appartient à cette époque que la rébellion contre Kaido en est là aujourd'hui. Ce qui est d'autant plus important est la confirmation que Kanjuro est bel et bien vivant. Dans la review du chapitre 986, je vous faisais déjà part de mon doute quant à sa véritable mort. Dès le début, j'avertissais sur la potentielle double identité que pourrait avoir Kanjuro avec son fruit du démon en se dessinant lui ou un autre pour nous leurrer, nous et ses adversaires. J'avoue ne pas être très convaincu et jusqu'à la fin de l'arc, je n'arriverai pas à croire réellement à sa mort. Kanjuro n'a pas utilisé sa dernière carte, il est toujours là, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Kiku n'est pas parvenu à l'exécuter, ce qui est compréhensible quand on connaît leur passé et leurs liens. Ashura répondra que contre un de ses amis, les lames ne sont pas aussi tranchantes, ce qui est une belle référence à l'enseignement de Zoro par Kochiro, lui disant que c'est le samouraï qui décide de ce que la lame coupe, pas l'inverse. Kiku ne voulait simplement pas tuer Kanjuro au plus profond d'elle. Cette erreur a cependant failli leur coûter la vie et par-dessus tout risquer celle de Momonosuke. Comme je le disais dans ma dernière review, ce faux Oden était un piège. Destiné à nuire au fourreau rouge, il cachait une bombe prête à exploser pour exécuter les 9 samouraïs. Ashura Doji lui préfère se sacrifier et emporte la peinture piégée de Kanjuro avec lui pour sauver ses coéquipiers. Quoi qu'il en soit, le sacrifice d'Ashura aura marqué ce chapitre au point que son nom honore le titre. Chapitre 1008, le chef des bandits du mont Atamayama, Ashura Doji. Le combat n'est pas fini pour les fourreaux qui tombent finalement nez à nez avec Jack. Comme prévu, il souhaitait les exécuter. C'est Inuarashi qui est à l'honneur cette fois-ci en prenant la calamité en 1v1. Il est temps qu'un Minx puisse défaire le bourreau de leur pays. Les deux sont blessés et ne pourront bénéficier de leur atout respectif. Ici, deux choix s'offrent à nous. Inuarashi combat avec lui ou Sanji intervient pour sauver à nouveau le roi de l'aurore. Dans les chapitres précédents, il devait faire un choix entre secourir Momonosuke ou les fourreaux. La conclusion est donc rapide, s'il ne va pas combattre Jack, il combattra Kanjuro pour sauver Momo. Personnellement, je pense malgré tout que personne d'autre qu'un Minx ne pourra venger ce peuple meurtri par la barbarie de Jack et de ses sbires. Orochi est également vivant, accompagné de Fukurokuju qui l'aura donc sûrement sauvé. N'oublions pas que Fukurokuju est inspiré de la même divinité japonaise pouvant faire revivre les morts. J'espère que cette capacité n'existe pas dans One Piece donc, et qu'Orochi est en vie seulement grâce à son propre fruit. Mais pour le coup, il fallait quand même rappeler cette mythologie autour de ce personnage. Ils mettent désormais le feu à Onigashima, souhaitant détruire par les flammes la résidence de l'homme qu'il a ironiquement trahi. Décidément, la trahison et la résurrection sont vraiment les mots d'ordre du clan des Kurozomi. Sa mort aurait évidemment été étonnante. Toujours dans la review 986, je vous expliquais l'intérêt scénaristique de garder Orochi en vie. Que ce soit concernant Kanjuro ou Orochi, il n'y a donc que très peu de surprises à les voir réapparaître. Cependant, s'il doit mourir, ça serait de la main de celle qui a œuvré toute sa vie pour ce moment, Iori. Et c'est aujourd'hui que ça fait encore plus de sens.
Iori ne voulait pas que Zoro tue Orochi car c'est elle à qui revenait cette tâche. Elle a grandi avec un fourreau rouge, un de ceux qui a le plus souffert de cet acte de manipulation et de trahison. Aujourd'hui, cette même Iori serait présente sur Onigashima, soignant les fourreaux rouges blessés quelques chapitres plus tôt. Elle s'y serait rendue pour participer à la guerre qui changerait l'ordre de son pays, mais surtout tuer son ennemi. Mais ce n'est pas tout. Oden avait 2 lames, 2 katanas légendaires l'ayant suivi toute sa vie. Iori aura hérité du Enma finalement donné à Zoro, tandis que Momonosuke du Ame no Abakiri, une lame qu'il aura refusé de prendre. Cette lame va enfin avoir son rôle à jouer maintenant. Iori, ayant passé toute sa vie auprès de l'un des plus grands samouraïs de Wano Kuni, Denjiro, aurait elle aussi appris les fondamentaux de l'art du katana, tout comme sa mère Toki qui semble savoir le manier, pour le jour promis, ce jour où elle pourra venger son pays. En venant à Onigashima, elle aura pris avec elle le Ame no Abakiri, cette lame qui, dans la mythologie japonaise, a été utilisée par le dieu Susanoo pour tuer le serpent à 8 têtes, Yamata no Orochi. Cela expliquerait toute l'importance de ce personnage, toute l'importance de cette lame et toute l'importance de cet adversaire. Pour faire encore un lien avec la mythologie japonaise, qui a très largement inspiré Oda tout le long de Wano Kuni, Susanoo est un personnage que l'on peut totalement relier à Iori. Bien qu'il soit un homme, cette divinité est connue pour avoir de multiples facettes, bonnes et mauvaises, tout en étant associée à la mer et aux tempêtes. Iori, elle, a montré 2 facettes, mauvaise en tant qu'Oeran Komurasaki et bonne en tant qu'Iori Kozoki. Et justement, ce nom d'Iori est associé à la météo et à ses dérivés, dont la tempête. Oda aurait fait d'elle l'incarnation de Susanoo, le dieu des tempêtes, qui tua le Yamata no Orochi avec le Ame no Abakiri. Désormais, je ne peux plus voir le futur autrement qu'avec la mort d'Orochi par la lame d'Iori. Et vous savez ce qui est le plus drôle? Susanoo a une grande sœur, la déesse Amaterasu. Cette déesse, alors que son frère est lié à la tempête, est lié au soleil. Une fois avoir fait le lien entre Iori et Susanoo, je me suis rappelé des paroles de Yamato à Momonosuke. Lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider le monde. Alors je me demande si Momonosuke, le grand frère d'Iori, ne serait pas l'incarnation d'Amaterasu qui guidera le monde après l'aube, comme le fait le soleil, cet astre brillant dominant le jour. En tout cas, le retour d'Orochi justifie davantage la présence d'Iori, et si tout se déroule comme je le théorise, alors les Kozoki auront enfin un petit peu de répit. Nous continuons avec Yamato, Momonosuke et Shinobu. Bien que ce passage soit très court, nombreux sont les détails intéressants à relever, notamment la transformation de Momonosuke qui commence désormais à être mieux contrôlée. Quel doux hasard. Souvenez-vous, dans le dernier chapitre, une scène avec le CP0 nous laisse sous-entendre que le fruit bien qu'artificiel de Momonosuke était peut-être beaucoup plus réussi qu'il n'en a l'air. Ce pouvoir vient de Kaido lui-même après de longues expérimentations procédées par les scientifiques de la marine, dont Vegapunk, expliquant peut-être un peu mieux pourquoi Orochi voulait s'emparer de lui, car Vegapunk serait le seul apte à recréer des fruits du démon à la hauteur des véritables, contrairement au Smiley que l'on peut considérer comme un échec. Plus encore, le gouvernement mondial voulait récupérer cette création de Vegapunk, il voulait obtenir le clone de ce fruit du démon. Alors pourquoi? C'est vrai, pourquoi autant d'agitation autour de ce fruit du démon? Certes, il est incroyable, un Zoan pouvant se transformer en dragon et dévoiler une telle force est unique, j'irais même jusqu'à le qualifier de Zoan ultime, mais il doit cacher quelque chose d'autre. Même Big Mom considère ce fruit comme étant assez spécial, puisqu'après l'avoir donné à Kaido à la fin de la guerre de God Valley, elle en a fait une dette à vie. Et je suis intimement convaincu que cette dette à vie est ironiquement liée à son désir de mourir, chose que Kaido ne parvient pas à faire. Le Uo Uonomi serait donc l'origine de son immortalité. Le plus intriguant dans toute cette histoire est la peur que semble générer ce fruit. Le chef du CP0 lui-même s'est montré soulagé en l'imaginant être détruit dans l'explosion du laboratoire de Vegapunk. Ce qui m'intéresse alors maintenant est de découvrir ce pouvoir caché qui peut tant angoisser le chef des affaires secrètes du gouvernement mondial lui-même. Pour continuer avec le groupe de Momonosuke, Yamato s'inquiète de savoir si Luffy va bien et exprime à nouveau son désir d'aller combattre son père à ses côtés en tant qu'Oden Kozoki. Momonosuke explique, lui, qu'il va bien malgré qu'il soit affaibli. Une rencontre que j'attends avec la plus grande impatience. Kaido et Yamato face à face laissent sous-entendre de nombreuses révélations sur les véritables origines de ces deux personnages. Sa présence sur le toit d'Onigashima n'est plus qu'une question de temps, et si Momonosuke sait mieux gérer sa transformation, alors le moyen le plus rapide de se rendre là-haut est d'y aller en volant grâce aux nuages qu'il peut créer. Pour continuer et finir de parler de Momonosuke, il vient de nous dévoiler un bien étrange pouvoir. Connaître l'état de Luffy sans même le voir ni l'entendre. Ou presque. Eh bien il s'agit là d'une capacité qu'il a pourtant déjà utilisée.
avec Zunesha. Momonosuke serait capable d'entendre la voix de toute chose. Cette étrange aptitude que seuls quelques hommes possèdent, leur permettant d'entendre les voix de créatures ou même de poneglyphes. Luffy possède lui cette capacité, tout comme Roger et Oden Kozuki. Ces trois hommes ont été en mesure d'entendre les voix des rois des mers dans les fins fonds marins, ainsi que celles de Zunesha en se rendant sur le dos de cette créature. Luffy plus particulièrement a été montré capable d'entendre la voix de l'eau sur Dressrosa lorsque celui-ci était inconscient et capturé par Doflamingo. Momonosuke posséderait alors ce même pouvoir, un pouvoir hérité de son père. Cependant, reste à savoir de quelle origine est ce pouvoir. Après avoir cherché les points communs entre Luffy, Roger et Oden, il n'y en a que très peu qui sont ressortis. Seulement 2 à dire vrai. Ils possèdent tous les trois le Haki des rois, et il se peut que ce soit ce pouvoir qui permet de communiquer avec d'autres êtres. Sauf que cela ne tient pas pour la simple et bonne raison que ni Shanks ni Riley, qui possèdent tous les deux cette forme de Haki, n'ont entendu Zunesha ou les rois des mers. Vient alors la deuxième hypothèse, le clan des Dix. Les membres de cette famille ont déjà tous une particularité unique que l'on appelle la volonté des Dix. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas également la capacité d'entendre la voix de toute chose? Ce qui expliquerait pourquoi Roger et Luffy y sont parvenus. Et concernant Oden et Momonosuke, eh bien vous savez que j'ai toujours pensé que les Kozuki étaient des Dix. Alors si la voix de toute chose est entendue que par les porteurs de cette lettre, cela signifie que Oden et Momonosuke la portent bel et bien eux aussi, expliquant comment et pourquoi ils parviennent à entendre les choses que les autres ne peuvent pas. Ça reste qu'une théorie, mais ça donnerait une belle explication à cette mystérieuse aptitude que possède Momonosuke et qu'il vient de nous démontrer une nouvelle fois aujourd'hui. Plus encore, leur lien ne serait que plus beau et plus fort en apprenant que ces deux amis ont une histoire et une destinée des plus uniques. Elle est là, la forme hybride du roi des bêtes, une parfaite combinaison entre son imposante forme humaine et sa terrifiante forme draconique. Un aspect qui n'empêchera pas Luffy de se déchaîner contre lui, attaquant sans repos la bête face à lui. Une véritable question se pose alors. Pour les supernovas et pour nous, comment séparer les deux monstres que sont Big Mom et Kaido? Cela va forcément arriver à un moment, mais quand? Il est clair que depuis le début, la présence de Big Mom est problématique et le scénario va sans doute prendre une tournure spécifique autour de sa venue sur Wano et son véritable intérêt à combattre aujourd'hui même. Ce dont je reste à peu près persuadé est que Big Mom ne sera pas défaite aujourd'hui et qu'Oda va bien devoir trouver une explication pour l'éjecter elle et l'isoler de cette guerre. La phrase qui a attiré mon attention est celle de Kaido pour finir le chapitre. Peu importe ce qu'il arrive, ton regard est toujours vivant. C'est ce qu'il balance à Luffy et sans déconner, ça fait partie d'un des plus grands mystères de Wano pour moi car cette phrase, Kaido l'a déjà prononcée une fois à Luffy. Après qu'il ait vaincu sur Kuri lors de leur premier combat, Kaido a fait la même remarque en voyant Luffy, inconscient, continuer à le défier du regard après avoir expulsé son Haki des rois sans même le vouloir. Pourquoi parler encore du regard? Serait-ce à travers le regard d'un homme que l'on peut y voir sa volonté, sa détermination? Est-ce à travers le regard de Luffy que Kaido retrouve des hommes de légende tels que Chebek, Roger, Newgate, Oden ou Shanks? Tant que Luffy ne cligne pas des yeux, la force de sa volonté défiera celle de Kaido, et c'est peut-être ce qui lui plaît et ce qui le terrifie à la fois. Lui dont le titre de pirate le plus fort au monde est remis en jeu. Allons-nous enfin avoir un éveil du Haki des rois de la part de Luffy? Une scène similaire à celle contre Bullet qui montrera le niveau légendaire de l'ambition de ce si jeune pirate capable de défier les plus grands noms. Cette histoire de regard est lourde de sens, et c'est également la preuve que les yeux de Luffy expriment beaucoup plus de danger à ceux de Kaido que de simples mots. Le roi est là, prêt à éveiller tout son pouvoir. C'est la fin de cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi en commentaire vos avis sur la théorie d'Iori par exemple, je suis curieux de savoir qui partage désormais ce point de vue. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux, Twitter et Discord, pour ne rien rater de la suite. Passez un excellent week-end, peace les bros.